suis Étienne Bastide. Je ne viens pas au départ du milieu agricole, mais mes parents avaient une ferme et le fermier est parti. Donc, après avoir fait des études sur la transformation du bois, j'ai repris l'exploitation qui appartenait à la famille. J'ai repris ça en 2001. C'était donc un élevage aussi au vin, hein, avec 400 brebis à l'époque, où on produisait du label. Les premières années, bon, je suis resté avec le même système. En 2007, je suis parti en bio parce que j'utilisais absolument pas d'engrais, je n'utilisais pas de produits phyto, ça n'avait pas marché. Bon, c'était vraiment pas ma panacée. Donc je suis parti en bio et j'ai quand même dû faire face à pas mal de sécheresse à ce moment-là. J'ai eu 2003. Après, on a eu 2006, 2005, 2006, 2007 où il y avait eu de la grêle au mois de mai qui avait tout arrêté. Il y a eu des années quand même assez difficiles avec le climat qui a beaucoup changé. Donc, c'est vrai qu'une des premières solutions, ça a été de diminuer le nombre de brebis sur la surface pour essayer de passer ces périodes délicates. En brebis viande, c'est un troupeau allaitant, on n'a pas tellement le droit de ne pas être autonome, hein. Il faut vraiment, si on doit acheter quelque chose, enfin, il faut vraiment limiter les achats si on veut pouvoir s'en sortir un tout petit peu. Donc, je suis sur une zone où il y a 900 mètres d'altitude, qui est le contrefort du Lévézou, cette région qui est juste avant le Larzac. En fait, de chez moi, je vois tout le Larzac et il y a le viaduc au milieu, quoi. Donc voilà, pour situer un petit peu. L'altitude fait que toute la partie extérieure de novembre à avril, on ne peut pas y aller, hein. Souvent il y avait de la neige, souvent il y avait du verglas, enfin, c'était gelé ou alors bon, c'était trop humide, de toute façon on ne pouvait pas pâturer, ce qui fait qu'à ces périodes-là, j'ai cadé moi mes agnelages et donc je fais des agneaux pour Pâques. C'est des agneaux de bergerie, hein, essentiellement, mais c'est pour une commodité parce que l'hiver, je suis à l'intérieur et l'été, je suis sur le tracteur. Donc voilà un petit peu les deux parties de travail, hein, une à l'intérieur et l'autre l'été plus à l'extérieur pour faire les foins pour l'hiver. Qu'est-ce que, bon, vous dire de plus? C'est vrai que c'est un sol acide, hein, c'est du schiste, donc avec des pH quand même de 5,5 à peu près, 5,3, donc très difficile pour l'implantation de certaines plantes. Bon. Donc voilà un petit peu la présentation, hein, de la ferme. Aujourd'hui, j'ai 300 brebis que je vends à un gros groupement qui les vend en bio quand même. Et je transforme un petit peu en vente directe certains agneaux, mais là j'en fais très peu, c'est un problème de temps, hein, beaucoup. Et c'est difficile aussi, je vends des colis entiers, c'est difficile de vendre des colis de plus de 17 kilos. Ça fait tout de suite une somme à sortir, donc c'est quelque chose qui pourrait se développer, mais bon, il faudra y mettre beaucoup plus de temps. Dans mes prairies, il y a des prairies, si vous voulez, qui sont permanentes. Alors c'est ce qu'on appelle chez nous des pelouses sèches, il y a très peu de fond. Donc là, elles produisent essentiellement de mai à 15 juin à peu près, et puis des fois un petit peu à l'automne. Mais là, donc, il y a 50 hectares sur lesquels j'essaie de maintenir les brebis le plus longtemps possible. Et après, donc, c'est des prairies temporaires et sur 50 hectares et 20 hectares de céréales que j'autoconsomme. Avec un rendement sur les céréales, c'est du métail, autour de 25 quintaux, entre 20 et 30 selon les années. Donc sur les prairies temporaires, on essaye de faire en sorte qu'on va passer l'hiver. Moi, pour
Bon, j'ai essayé plusieurs choses dessus. C'est vrai que j'ai toujours fait des prairies à fleurs variées, mais au départ, c'était avec les techniciennes qui vendaient les graines. Donc c'est varié, mais en fonction de ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent bien vous vendre. Donc à la fin, je finissais avec les premières années un trèfle violet très haut qui était inséchable, qui produisait beaucoup. Et puis à partir de la deuxième, voire la troisième année, on était déjà en dactyle pur. Jusqu'à la cinquième année, quoi. Et puis, de toute façon, il fallait après changer. Donc, il y avait vraiment une pauvreté sur mes surfaces et sur mes prairies, bon, qu'il fallait, même sans azote, hein, le dactyle, chez moi, il marche très, très bien. Mais il avait tendance à tout envahir et à rendre les prairies un petit peu avec juste des graminées. Donc en fait, on a monté un... Bon, il y a eu plusieurs adaptations, oui. Au départ, c'était de l'achat d'aliments complets pour les agneaux. Puis petit à petit, je suis passé à un petit peu, là pour le moment, il me reste un petit peu de luzerne achetée, que j'espère un jour, en luzerne déshydratée, que j'espère un jour ne plus avoir à acheter, en améliorant justement mes prairies. Après, il y a eu d'autres petits tests de fait, les céréales immatures, en faisant un peu plus de céréales. Et puis, si on voyait que le printemps devenait très sec et qu'on n'aurait pas beaucoup de foin, eh bien, on fauchait une partie des céréales. Ça peut se manger à l'automne, hein, mais après, ça ne se garde pas. Il y a très vite les rats qui viennent vous expliquer que c'est très très bon, et puis ça se développe très vite. Donc là, il faut faire quand même attention. C'était toujours, bon, tous les essais que j'ai faits, bon, c'était toujours des petits pansements, hein, à droite à gauche. Pour le moment, ça n'a pas donné bon, les résultats escomptés ou les sports qu'on y met à chaque fois qu'on a un nouveau projet. Mais donc finalement, bon, on est parti avec la PABA à former un groupe de travail et à discuter sur ces prairies à fleurs variées que nous, on essayait de se faire tout seul. Et un groupe s'est mis à travailler avec l'INRA et à essayer d'implanter donc des prairies avec une douzaine de variétés différentes. Et des variétés que nous, on n'est pas censé ni connaître, ni savoir quelque chose sur le marché. Donc, c'est vrai que c'était intéressant, bon, de partir là-dessus, sur ce groupe-là, où on a sur le Lévézou 5 ou 6 fermes qui se sont mis à essayer d'analyser leurs prairies et de savoir comment, après, on pouvait travailler pour améliorer les nôtres. Bon, l'objectif est d'améliorer la pâture, mais surtout la qualité du foin et la pérennité de nos prairies. Si une prairie aussi, au bout de 5-6 ans, est toujours de bonne qualité avec des légumineuses, je pense que derrière, les quantités de céréales produites dans une rotation sera aussi plus importante. Donc c'était intéressant de réfléchir là-dessus. Donc on travaille avec l'INRA sur un logiciel qui s'appelle CapFlore, où ils sont en train de mettre en place cet outil-là qui, en fonction de la situation pédoclimatique de chez nous, va nous donner une vingtaine de références de plantes à associer pour s'adapter à nos techniques et à nos utilisations qui sont, bon, pour moi c'est du foin et puis après de la pâture, la seconde coupe c'est généralement de la pâture, la troisième, quatrième aussi. Donc voilà, là de présenter, vous avez les 2 essais qui ont été faits. Alors on est quand même encore en période d'essai, hein, puisque ça fait que 2 ans et sur la prairie on espère que cela durera 6-7 ans. Donc on pourra peut-être se revoir plus tard pour savoir si tous les résultats sont attendus. Donc voilà des exemples de mélanges que nous avons fait les 2 dernières années. Donc si tu veux... Donc à fleurs, oui, donc on travaille sur les prairies à fleurs variées, plus spécifiquement sur les territoires où on a des problèmes de sécheresse ou des problèmes d'usage des parcelles, pour avoir des prairies productives qui correspondent aux attentes des éleveurs,
en termes de fauche, pâture, enfin en termes d'usage, fauche, pâture mixte, ou pour certains avec des usages secondaires autour de l'intérêt mellifère ou l'effet sur la santé animale. Donc là, c'est des mélanges simples qu'on a testés, donc qui sont en cours. Je ne vais pas trop me développer là-dessus, mais voilà, on fait appel à des variétés, des espèces que vous n'avez pas forcément dans votre COP local, que vous ne connaissez pas, et qui ont des bons résultats. Donc là, un des essais qui a été semé l'année dernière, c'était, on fait appel par exemple en fond, donc c'est à usage mixte intermédiaire, bon, mais c'est plutôt pâturage quand même. Bon, on fait appel à pâturage tardif, où on fait appel à des espèces, bon la fléole c'est assez connu, mais notamment la grosse tide, et ce que j'ai pas mis dans le graphique, c'est on fait appel aussi à des variétés telles que le plantain, la chicorée, ou des espèces qui auront des effets antiparasitaires, tels du fenugrec, ou des espèces comme ça, qui sont intégrées dans les mélanges, et qui permettent d'être un peu plus résistants à la sécheresse. On ne va pas trop se développer là-dessus. Donc ça, c'est des essais qui sont en cours. C'est dans le cadre d'ADMM, donc il y a des expérimentations. Nous, sur l'Aveyron, on a à peu près 350 hectares de parcelles qui sont en suivi chaque année. Et donc, vous pourriez avoir les résultats à la demande ou sur le site ADMM. Parmi les résultats, donc, on mesure à la fois le niveau de production sur l'année, l'usage, et aussi valeur alimentaire au printemps, à l'été, à l'automne, sans l'évolution, et la composition botanique, savoir si ces mélanges. Il y a beaucoup de mélanges dans le commerce qui existent, mais c'est à savoir est-ce qu'ils vont être périns dans le temps. Nous, on souhaite des mélanges qui restent au moins 8 ans avec des valeurs alimentaires stables. Et donc, dans les valeurs alimentaires, donc ça, c'était à l'automne. Hein, c'est un des mélanges qui a été semé en 2015. C'est l'analyse 2016. Alors, j'ai pris un truc au pif. Hein. On était autour de 17,8 de protéines, sachant que dans les meilleurs, on arrive à monter jusqu'à 24% de MAT dans les meilleurs mélanges pâture. À l'automne, en valeur alimentaire à l'automne. Et ce qui est intéressant surtout, c'est dans l'usage de ces variétés pas trop utilisées, c'est la digestibilité. Quand des variétés classiques ont une digestibilité entre 65 et 70%, donc sur 100 grammes, la part qui est utilisée par les animaux réellement, enfin digérée, on arrive à avoir des mélanges à 73, c'est dans notre partie basse, mais on arrive à monter jusqu'à des 78% de digestibilité sur certains mélanges fauche ou pâture. Voilà. Ça, c'est un des exemples, puis on a plein d'autres, vous pourrez nous les demander. Et ensuite, ouais, vous avez dans le tableau donc, les parties atouts contraintes, ce qui a été observé. Aujourd'hui, il y a pas mal d'atouts, on les met en valeur. Il y a aussi des contraintes, et on n'hésite pas à les mettre en valeur, notamment le coût. Alors, on est sur des mélanges en bio qui tournent autour, qui tournent livré producteur entre 260 et 300 € hectare. Donc c'est un coût, donc il ne faut pas se rater. Et sur les secteurs où le changement climatique est fortement marqué et impactant, ça peut valoir le coup de risquer ce prix-là. Sur des secteurs plus productifs, l'intérêt de ces prairies est moindre. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Parmi les perspectives, donc vous aviez vu tout à l'heure, ça a tourné les adaptations court terme et moyen terme qui ont été mis en œuvre. Donc l'achat de fourrage, c'est un truc très simple. Allongement de la période de pâturage, ça c'est fait aujourd'hui. Les céréales matures, ça a été cité. Les dérobées fourragères, c'était plutôt un échec. Oui, non, c'est pas à poursuivre. Bon, ça, le lupin, par exemple, eh bien, ça se met beaucoup trop tard, donc il n'arrivait pas à maturité ou il crevait l'été. L'avoine de printemps, eh c'était en foin hein, que je l'utilisais, grosso modo. La navette, la première année, c'était génial. Et puis après, les deuxième, troisième, quatrième années, ça a loupé. Donc finalement, ça restait aussi assez cher. Bon, à chaque fois, c'est des petits essais, des petits tests qui n'ont pas donné des grosses évolutions au niveau de la ferme. Par contre, changement de race aussi, ça, je suis passé de Suffolk à BMC. Pour deux raisons, c'est que la Suffolk était très gourmande en herbe verte et que bon, il n'y en avait plus, elle était passée jaune. La BMC se dessaisonne aussi beaucoup mieux et ça me permet de faire le plus gros agnelage maintenant en novembre et pas au mois de mars. Après, Blanche du Massif Central. Oui, BMC, Blanche du Massif Central. C'est une laconne qui est un peu poussée, un peu plus rustique. L'avantage qu'elle a, c'est que sur les parcours, elle arrive à se maintenir beaucoup mieux. Elle dépérit pas et même le peu d'herbe sèche qu'elle a, elle le valorise bien. Voilà. Hein?
après, valorisation des pelouses sèches, là, bon, mais ça, c'est la mise en place de. C'est plus les brebis qui décident comment elles tournent sur les pâtures, c'est plutôt moi qui essaye de faire un pâturage tournant pour les brebis-là. Donc, en gérant un petit peu plus ces pâtures, et finalement, on arrive à améliorer la durée de temps de pâture sur ces prairies. Mais bon. Là, c'est plus le climat qui veut qu'on peut les utiliser ou non. Et s'il n'y a pas d'eau, de toute façon, il n'y a rien qui pousse là-dessus.